Quand vous vous rendez dans une soirée, insensiblement, vous allez choisir des sujets de conversation qui vont vous rapprocher des gens avec qui vous passez la soirée. Vous allez chercher des sujets en commun, des centres d'intérêt partagés. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Si vous parlez de tout et de rien, les gens vont pas forcément être intéressés. Donc ils vont parler avec vous si vous leur parlez de sujets qui les intéressent. Ça veut dire que plus vous parlez d'un certain nombre de sujets, et plus les gens concernés par ce sujet vont venir vers vous, vont vous écouter et vont échanger des choses avec vous. Et c'est ça qu'on cherche en fait dans une stratégie digitale, c'est de faire en sorte que les gens qui sont intéressés par les centres d'intérêt qu'on a définis vous trouvent. Bonjour, c'est Nathalie Saluc, c'est le podcast Comme et Projet, épisode 54. Je viens vous parler de stratégie digitale. C'est parti. Puisqu'on a vu dans l'épisode précédent que chaque média social avait ses particularités, ses styles, sa manière de fonctionner, bien sûr on va s'en inspirer pour définir ce qu'il va être bien de dire dans chaque contenu. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça va vous permettre de privilégier ce qui est le plus utile à votre projet. Ça va vous amener une espèce de cadre assez borné finalement. Et si vous suivez bien ce cadre un peu borné, si vous l'installez bien dans le temps, parce que, encore une fois, la stratégie digitale n'a d'intérêt que dans la durée. Donc si vous êtes bien cadré, vous allez pouvoir sortir du cadre quand vous voulez en plus, pour faire ce qu'on appelle le contenu chaud. Le contenu froid, lui, sera planifié. C'est parti. Écoutez, je vais rentrer dans une logique d'exemple parce que j'ai pensé que c'était le mieux pour vous donner un peu de perspective sur la manière d'organiser une stratégie digitale. Alors, petite précaution, rien de didactique, ce sont des exemples. Le mieux pour monter une stratégie digitale, c'est de le faire à plusieurs, de le faire avec, bien sûr, le principal intéressé, ceux qui sont sensibles autour de vous, aux réseaux sociaux qui peuvent vous donner de très belles idées, et simplement considérer qu'il n'y a pas une solution. Comme dans beaucoup de matières, l'idée c'est de définir un choix, de savoir pourquoi on fait le choix, et puis de s'y tenir un certain temps pour évaluer l'impact. Donc l'idée, ça sera donc de définir des règles. Charge à vous au bout de quelques mois, mais simplement au bout de quelques mois et en fonction de l'impact que vous aurez pu mesurer, de voir si vous voulez évoluer. Et s'il vous plaît, n'abandonnez pas avant ces quelques mois. Premier cas de figure, une société qui propose des services à l'industrie et on va imaginer que cette société a mis au point un service vraiment très innovant, par exemple dans le domaine de la qualité. Donc c'est dans un secteur industriel donné, je sais pas, la connectique, l'optique, l'agroalimentaire, peu importe. Donc on imagine ce service nouveau. Je pense comme ça a priori qu'on peut considérer que la stratégie digitale va être d'une part sur LinkedIn et d'autre part sur Twitter. Alors LinkedIn, on imagine des contenus quand même très en lien avec les bénéfices produits de l'innovation proposée, en matière de performance, en matière de sécurité, en matière de qualité, de réduction des produits rejetés. Donc l'idée, c'est pas de dire directement évidemment que le service est bénéfique, mais de développer du contenu avec du sens sur tous les gens qui sont préoccupés sur la performance de leur process industriel, qui vont trouver donc ces contenus et qui pourront découvrir les bienfaits de ce produit. Ça c'est pour LinkedIn. On est sur des logiques d'organisation industrielle, d'innovation de performance, de qualité du produit. Et sur Twitter, j'imagine assez bien peut-être 3 champs différents. Le premier, c'est une présentation à la presse. Il faut jamais oublier que sur Twitter, il y a énormément de presse. Donc là, il faut rentrer un peu dans le vif du sujet sur les bénéfices intrinsèques du produit, en étant peut-être un peu plus direct. Deuxième aspect, développer le contenu autour de l'innovation et de comment est-ce qu'on crée l'innovation, parce que puisqu'il s'agit d'une innovation, on est légitime pour parler de l'expérience que l'on a vécue à ce sujet. Le troisième champ, c'est probablement l'organisation professionnelle concernée dans le secteur industriel donné, tous les enjeux liés à la profession qui pourront permettre de développer là aussi des contenus plutôt périphériques. Donc voilà pour ce service innovant dans le secteur de l'industrie. Je vous invite à changer d'univers et nous partons à côté d'une association environnementale dont l'enjeu est de l'amélioration de la qualité de l'air en ville.
Pour cette association Facebook, bien sûr, puisque Facebook est par définition un support très grand public qui va permettre d'agréger toute la communauté. Donc il s'agira de développer, de séquencer et de morceler et de répéter des contenus de sensibilisation sur les enjeux de la qualité de l'air en ville. Et puis ce sera l'espace parfait pour générer, diffuser l'actualité, les rendez-vous, suivre les événements, etc. Là où on va à la fois donner du contenu informatif et de sensibilisation, et là où à la fois on va engager une vie très active avec l'ensemble des adhérents et des sympathisants à la cause de la qualité de l'air en ville. S'agissant de Twitter, je propose plutôt de nous orienter outre la presse, vous l'avez compris, sur un enjeu spécifique lié à une action de lobbying, par exemple la place de la voiture en ville ou un point de législation qui pourrait vraiment prendre une ampleur importante via ce média. Et puis, s'agissant de cette association, j'imagine assez aussi l'usage de Medium dont je vous parlais dans l'épisode précédent, c'est-à-dire cette plateforme de mise en partage de contenu écrit sur des idées, sur des expériences, sur des opinions, pour par exemple développer le lien entre la santé et la qualité de l'air en ville. Troisième et dernier exemple, une collectivité, une ville, qui souhaite être présent sur les réseaux sociaux, notamment pour sensibiliser les jeunes à un certain nombre de choses, et puis les actifs de plus en plus connectés, et donc qui doit organiser une présence avec le contexte d'une ville, qui est quand même effectivement une organisation plutôt pyramidale et hiérarchique, etc. Partant du principe qu'il faut rendre service avant tout, Facebook, là encore, sera privilégié, mais avec un angle très service. Rendre service, donner l'actualité, développer, informer sur l'ensemble des événements, valoriser et dynamiser en fait les flux à l'intérieur de la ville par une meilleure information pour une appropriation de cette page de la ville sur Facebook avec les habitants qui vont, s'il y a une bonne interaction, s'habituer à le consulter régulièrement. Et puis, en parallèle de ça, mais on y reviendra de manière plus générale, attention, il s'agira aussi d'interagir avec la communauté puisqu'il va falloir répondre et savoir aussi faire du community management en direct et pas uniquement en prévisionnel avec du contenu froid. Et le deuxième support que je propose, c'est Instagram pour la dimension esthétique, pour le sentiment d'appartenance avec de très belles photos de la ville, de très beaux quartiers ou des photos mystères. Enfin, il y a énormément de choses qui sont possibles de faire dès lors qu'on parle d'angle de vue, de paysage, qui participent du bien commun, du bien en commun de tous. Je pense que Instagram peut être un média très intéressant à développer, qui permet à la fois de collectionner les belles vues et de créer des instantanés avec les stories en donnant une dimension très, très dynamique à la communication de cette collectivité. Sur Twitter, je laisse les élus amplement s'y intéresser. C'est le média à travers lequel souvent ils appréhendent les médias sociaux. Je pense simplement qu'en matière de communication de collectivité, de communication des élus, il y a un espace pour les deux, qu'il y a des fois des interactions et qu'il y a parfois des différences et que c'est très intéressant d'avoir une ligne éditoriale définie par rapport au Twitter de la ville, beaucoup plus corporate et institutionnelle vis-à-vis de la presse, vis-à-vis des propos politiques ou des échanges, notamment des assemblées délibérantes, et de laisser les engagements beaucoup plus fan club autour des élus sur leur compte personnel. Ça me paraît être vraiment un espace intéressant à bien segmenter. Une fois qu'on a dit ça, vous avez des outils qui vous permettent de planifier très à l'avance des tonnes de contenu. Donc vous pouvez les préparer effectivement à l'avance, vous pouvez définir le rythme de passage. Alors c'est 1 à 2 par jour, 1 à 2 par semaine, selon votre ambition et selon les ressources que vous pouvez avoir. Encore une fois, il y a 2 choses qui sont importantes, c'est la régularité, pas plus que la périodicité, c'est la régularité, et puis quand même la pertinence de ce que vous allez mettre. Et en dehors de ce contenu froid, il va falloir travailler aussi sur la présence en matière de contenu chaud, c'est-à-dire en matière de réponse, de réaction à d'autres contenus sur la toile, à d'autres contenus sur les réseaux sociaux concernés, et sur un mode conversationnel qui est quand même le premier mode de ces médias sociaux. Par définition, on est là pour faire de la conversation, au même titre que vous êtes là pour échanger avec les gens lorsque vous êtes dans un pince-fesse ou dans une opération de relations publiques, pour le dire plus poliment. Ce travail de planification va être nécessaire, va vous donner un cadre, et tout le reste,
Ce sera l'important, ce sera ce qui va se passer avec les autres, en direct. Et n'oubliez pas que ces médias sociaux ne sont pas des espaces de publicité, ce sont des espaces pour exister et pour créer les conditions d'une discussion qui sera intéressante avec les gens que vous avez tout autour de vous. C'est probablement le plus difficile pour ceux qui ne sont pas de la génération Y et qui ont travaillé avec d'autres codes. Mais c'est vraiment très important de dire que finalement c'est un préalable, un minimum pour considérer qu'on pourra avoir une présence sur les médias sociaux, mais que le plus important, c'est de voir ce que vous pouvez en retirer et de voir ce que vous pouvez apporter aux uns aux autres au gré des échanges et des conversations que vous développez. Il va falloir que vous trouviez les conditions de fonctionnement qui conviennent. C'est-à-dire, soit il y a quelque chose qui vous plaît particulièrement en matière de sujet et en matière de médias et ça doit carrément influer la manière dont vous allez travailler sur ces réseaux sociaux. Soit vous n'aimez pas ça et vous allez devoir trouver dans votre entourage les gens qui vont s'impliquer et le faire avec un travail de stratégie fin entre vous. Vous pouvez très bien ne pas aimer les réseaux sociaux, mais avoir dans vos équipes des gens qui sont assez doués pour faire ça et qui, avec une formation, peuvent derrière l'intégrer dans leur travail comme toute autre tâche qu'ils pourraient avoir par ailleurs. Voilà pour la stratégie digitale, vous avez bien compris que rien n'est didactique. Ce sont des exemples pour vous donner des idées et pour vous permettre d'aller plus loin. C'est fini pour ce podcast. Je vous invite, si ce n'est pas déjà fait, à vous inscrire sur iTunes, vous abonner à ce podcast, à mettre un maximum d'étoiles. C'est très très important pour que d'autres le découvrent. Et moi, je vous dis à très bientôt.